Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée. D'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes. Mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères ? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli ? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau. Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse. Bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour, leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés.
Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums, elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes. Tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères. Et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude. Et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les grands lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides. Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés aux grands lacs. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges, tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires. Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète.
Qui sait quels secrets ces eaux sombres pourraient encore nous révéler? Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée.
Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région un an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, Anti
signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'un millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires. La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'un siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui. C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts, et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux.
La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle Sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons, en quelque sorte. Les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore. Et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro, parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. Tu as probablement entendu parler de la mystérieuse civilisation perdue de l'Atlantide. C'était une société utopique et technologiquement avancée où les gens vivaient heureux. Mais quelque chose s'est passé et l'Atlantide a disparu de la surface de la Terre. Beaucoup pensent que cette cité se trouve au fond de l'océan Atlantique. Mais se pourrait-il que nous l'ayons cherchée au mauvais endroit pendant tout ce temps? Et si elle se trouvait à un endroit complètement différent? Et si l'Atlantide se trouvait au milieu du désert du Sahara? Cette théorie inattendue est étayée par plusieurs preuves. Mais pour étudier cette version, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Atlantide et comment on l'a découverte. La toute première mention de la mystérieuse cité remonte à 360 avant notre ère. Le philosophe antique Platon a écrit sur l'Atlantide. Son ouvrage « Dialogue » l'a décrit comme une terre riche, dotée de technologies avancées. Ses habitants étaient puissants, intelligents et beaux, comme des surhommes. Il a décrit en détail la structure de la ville, si bien que de nombreuses personnes ont cru en l'existence de l'Atlantide. D'après ses archives, les Atlantes ont construit cet endroit en plusieurs cercles concentriques de pierres noires et rouges. Ils ont ensuite recouvert ces cercles de laiton, d'étain et de métaux précieux. Dans la cité, il y avait des canaux sur lesquels naviguaient les bateaux. Les Atlantes étaient des marins, ils ont donc construit un passage entre leur ville et la haute mer. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux dessins de l'Atlantide, réalisés à partir de descriptions de Platon. Jette un coup d'œil à ces dessins et il y a une photo réelle de l'œil du Sahara. Cet endroit, situé au beau milieu du désert, a la forme de plusieurs cercles concentriques. On dirait qu'une ville détruite a laissé une trace dans le sable. De nombreuses personnes ont supposé que la cité perdue se trouvait à cet endroit, mais personne n'a pu le prouver. Autrefois, le Sahara était couvert de rivières et de lacs. Durant la préhistoire, il n'y avait que de l'eau ici. Jusqu'à présent, tout concorde. L'œil du Sahara a été découvert pour la première fois dans les années 1930. On a longtemps cru que c'était un cratère créé par la chute d'une météorite. Mais au milieu du XXe siècle, des scientifiques ont effectué une analyse du sol et ont réfuté la version d'une météorite tombée depuis l'espace. Finalement, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'un dôme de roche en fusion sous lequel le magma s'était déchaîné. Pendant des millions d'années, le vent et l'eau ont façonné le paysage et ont fini par lui donner l'aspect de cercle parfait. Et si les Atlantes étaient venus à cet endroit et avaient utilisé les cercles naturels pour construire leur ville?
Dans ce cas, il y aurait de nombreuses traces et artefacts de cette civilisation développée. Les archéologues y ont bel et bien trouvé des pointes de flèches, des lances, des rames et d'autres objets. Mais ces objets n'ont rien à voir avec l'Atlantide. Les artefacts trouvés dans l'œil du Sahara appartenaient aux Aqueuléens, une ancienne tribu qui fréquentait la région. Pour la première fois, des outils aqueuléens sont apparus il y a plus d'1,5 million d'années. Certains des objets trouvés ici pourraient avoir 130 000 ans, et selon les archives, l'Atlantide existait il y a environ 12 000 ans. Les archéologues n'ont trouvé aucune structure artificielle à cet endroit, ni aucun débris ou trace d'une grande ville. On aurait pourtant trouvé quelque chose si une grande ville dotée de technologies avancées avait existé à cet endroit. Le principal défenseur de cette théorie est l'auteur d'une chaîne YouTube qui a recueilli 1 million de vues et a attiré l'attention de nombreux historiens et anthropologues. Mais l'idée selon laquelle l'œil du Sahara est l'Atlantide a été rapidement réfutée. Les gens ont trouvé trop de divergences entre cet endroit et la description de la cité perdue. L'auteur de la chaîne a simplement tenté d'attirer l'attention des spectateurs en présentant des similitudes entre le paysage naturel et la cité antique fictive. Une autre théorie populaire prétend que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas. Puis, elle aurait été engloutie par le triangle des Bermudes. Selon cette légende, les ruines de la cité se trouveraient encore au fond du triangle. Mais cette théorie n'est pas non plus confirmée. On la doit à l'écrivain Charles Berlitz, et ses adeptes affirment que les murs et les rues de la partie occidentale des Bahamas pourraient être les ruines de l'Atlantide. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils ont prouvé que ces murs sont des formations naturelles de roches côtières. D'autres rumeurs affirment que l'histoire de l'Atlantide a été inspirée par une catastrophe historique réelle, le déluge de la mer Noire dans le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Vers 5600 avant notre ère, la mer Noire était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui et comptait de nombreuses villes sur ses rives. Malheureusement, une énorme inondation a détruit cette civilisation florissante. En l'espace d'1 an, les villes ont été englouties et les survivants se sont installés dans des pays étrangers où ils ont raconté des histoires sur l'inondation. Ce sont peut-être ces récits qui ont inspiré à Platon l'idée de l'Atlantide. Dans les années 1950, des gens ont proposé une autre version. L'Atlantide était le continent qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il y a des dizaines de milliers d'années, un continent chaud avec des villes développées s'est déplacé vers le pôle sud en raison du mouvement de la croûte terrestre. Les Atlantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions froides et l'Atlantide a été recouverte d'épaisses couches de glace. Cette théorie a été réfutée lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la nature des plaques tectoniques. Il s'est avéré que la croûte terrestre n'a pas pu déplacer un continent aussi vaste que l'Antarctique. Les plaques tectoniques ne se comportent pas de cette manière. Finalement, la question principale est, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Personne ne l'avait décrite avant Platon. C'est peut-être le philosophe qui l'a inventée, afin de souligner la justesse de sa vision de la vie et d'illustrer ses théories philosophiques. Dans ses œuvres, il a beaucoup parlé de la nature divine et humaine, et de la façon dont les hommes peuvent détruire cette nature. Il a parlé de sociétés idéales courant à leur perte à cause de comportements immoraux. Les Atlantes étaient soi-disant des gens épris de moralité et de spiritualité qui avaient créé une utopie. Mais ils sont devenus cupides et mauvais. Ils ont détruit leur nature profonde et en guise de punition divine, ils ont dû assister à la destruction de leur cité. Une nuit, des incendies et des tremblements de terre ont frappé l'Atlantide et l'ont plongé dans la mer. Les puissances supérieures punissaient les gens pour leur comportement immoral, et Platon voulait que tout le monde ait peur de la déchéance morale. Mais à en juger par les descriptions des tremblements de terre et des incendies, on pourrait croire que l'Atlantide a été détruite par une éruption volcanique, comme ce fut le cas pour l'ancienne ville romaine de Pompéi. De telles destructions se sont souvent produites au cours de l'histoire. Les catastrophes naturelles ont détruit de nombreuses cités florissantes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1100 avant notre ère, en Méditerranée, lorsqu'une éruption volcanique a détruit la société minoenne alors très développée. Elle avait perduré pendant environ 2000 ans. Les Minoens vivaient principalement sur les îles de Crète et de Santorin. Ils avaient de belles maisons, un système d'égouts et une économie développée. Ils pratiquaient l'agriculture, cultivaient des fruits et des légumes, peignaient des fresques et fabriquaient des bijoux.
Ils ont été les premiers à fonder la thalassocratie, un empire basé sur la mer. Ils vivent de la pêche, de la piraterie et du commerce maritime. En même temps, ils pratiquaient des rituels cruels et leur mode de vie était loin d'être moral. Habitués aux tremblements de terre sur l'île de Santorin, ils ont renforcé les murs de la ville avec des poutres en bois. Mais ils ne savaient pas ce qu'était une éruption volcanique. Et quand l'odeur de soufre est apparue dans l'air, ils n'ont pas soupçonné la catastrophe imminente. Lorsque le volcan a déversé des tonnes de lave et de cendres, tous les habitants de Santorin ont abandonné leurs maisons et tenté de s'enfuir. Mais ils n'ont pas pu. L'éruption et le tremblement de terre ont déclenché un tsunami. Une immense vague a inondé la partie côtière de la Crète. L'économie des Minoens a été durement touchée et leurs ports ont été détruits. Des étrangers ont alors attaqué la Crète et ont finalement mis fin à la civilisation qui s'y était développée. Certains historiens pensent que Platon aurait pu faire référence à l'Empire minoen lorsqu'il a décrit l'Atlantide. En utilisant leur exemple, il a montré comment les actions immorales pouvaient conduire les gens à leur perte. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des Lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de Vallée des Lumières, laisse les scientifiques perplexes.
Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes, un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde.
Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentant des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül.
Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'un cinquième des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie, et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenues un archipel solitaire dans l'océan Indien.
Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ses villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Protiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique. Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque, à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans.
quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village. C'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football, et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ses vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord, et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter. Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau. Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire.
Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Iquiz, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Ferme 6, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne.
Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotiri, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher, de nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque.
Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux. Mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahl Radgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou, les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt, en 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnel. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles,
à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fugu. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fugu sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fugu, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout, autrement ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces Fugu pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les Fugus uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. Regardez un peu ça. Des chercheurs viennent de trouver des empreintes de pas très anciennes d'une famille d'humains disparus il y a, accrochez-vous bien, 300 000 ans. Ces empreintes appartiennent à un groupe d'Homo heidelbergensis. Plutôt difficile à prononcer, mais je m'en suis sorti. Ces hommes étaient donc très avancés pour leur époque. Ils construisaient des maisons et chassaient de gros animaux. Malheureusement, ils n'ont pas supporté le changement climatique et ont disparu il y a environ 28 000 ans. Non, ce n'était combat des mauviettes. Croyez-moi, le temps était vraiment rude à l'époque, et ils ne pouvaient pas se contenter d'une doudoune comme nous le faisons aujourd'hui. Une équipe de l'université de Tübingen a donc fait cette découverte en Allemagne, où elle a trouvé des empreintes parfaitement conservées dans une forêt au bord d'un lac.
Apparemment, des éléphants, des rhinocéros et d'autres animaux venaient se détendre au bord de l'eau, tout comme cette famille de Heidelberg. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait probablement d'une sortie familiale et non pas d'un groupe de chasseurs adultes, car il y avait aussi des empreintes de petits-enfants. Selon la saison, ils pouvaient manger des plantes, des fruits, des feuilles, des pousses et des champignons tout autour du lac. Les experts ont même trouvé des traces d'une espèce d'éléphant disparu qui pesait jusqu'à 13 tonnes. Vous imaginez voir l'un de ces éléphants en personne. Pour rappel, 13 tonnes, c'est environ 45 fois le poids d'un cochon. Groin, groin. En creusant à Schöningen, les chercheurs sont tombés sur des empreintes d'éléphants de 55 cm de long. Et oui, plus de la moitié d'un mètre. Et ils ont même trouvé des fragments de bois dans les ornières laissées par les éléphants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ils ont également découvert une empreinte de rhinocéros datant du Pléistocène, ce qui est assez incroyable. C'est la première fois qu'ils trouvent une empreinte de cette espèce en Europe. Personne n'aurait pu imaginer que les rhinocéros avaient de si grandes pattes, sauf ceux que cette énorme bête a piétinés. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des archéologues britanniques et américains ont trouvé d'anciennes empreintes de pas humains datant de 23 000 ans. Ils ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer quand ces empreintes ont été faites. Et il s'avère qu'elles remontent au dernier maximum glaciaire. À cette époque, des nappes glaciaires recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord, et le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. On a toujours pensé que l'homme était arrivé en Amérique du Nord il y a 13 à 16 000 ans. Mais ces empreintes nous suggèrent que nos ancêtres erraient dans ce coin bien plus tôt que cela. Certains pensent même que l'homme était déjà présent en Amérique du Nord il y a 33 000 ans, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bien. Et s'il y a des empreintes de pas, il doit forcément y avoir eu des chaussures aussi, n'est-ce pas? Les chercheurs n'ont peut-être pas trouvé de mocassins Gucci, même s'ils existent depuis 1953. Mais ils ont découvert une grotte en Arménie remplie d'objets anciens datant de l'âge du cuivre. Et devinez quoi? Parmi ces objets se trouvait une chaussure très bien conservée, qui est aujourd'hui la plus ancienne chaussure jamais découverte. Cette chaussure était constituée d'une seule pièce de cuir de vache, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, malgré toutes les améliorations technologiques sophistiquées dont nous disposons. Voilà ce qu'on appelle de la haute qualité. Aujourd'hui, les créateurs de chaussures les plus branchés tentent de copier cette technique de la coupe entière. Cette chaussure était également enduite d'une sorte d'huile végétale pour une plus grande durabilité. Elle avait même des lacets qui se croisaient à travers une série de trous, tout comme nos chaussures de sport bien-aimées. Ce modèle pour femme, d'une taille équivalente à un petit 39, laisse penser qu'elle a été fabriquée sur mesure pour une personne fortunée. Pouvez-vous vous imaginer porter de telles chaussures à l'époque? On devait en parler dans tout le village. Et puisque nous parlons de chaussures, vous savez, cette sensation désagréable que l'on ressent lorsque l'on marche sur quelque chose de collant. Surtout si l'on porte une paire de baskets blanches flambant neuves. Non, n'ayez pas peur, je ne parle que de chewing-gum. Un gros malabar collé à sa chaussure, c'est un vrai désastre. Au cours d'une fouille en Finlande, Sarah Pikin, une étudiante britannique en archéologie ultra cool, a trouvé un morceau de chewing-gum néolithique vieux de 5000 ans fabriqué à partir de goudron d'écorce de bouleau. Il portait même des traces de dents. Qui aurait cru que nos ancêtres aimaient aussi les chewing-gums? Apparemment, le goudron d'écorce de bouleau a des propriétés antiseptiques. On pense donc que les gens du néolithique en mâchaient pour soigner les infections de la bouche et des gencives. Il semblerait donc que l'humanité consomme des chewing-gums depuis la nuit des temps. Quelle tradition! Les créateurs du passé lointain n'avaient pas que des chaussures à offrir aux fashionistas préhistoriques. Vous ne trouverez jamais une pièce pareille dans la grande distribution. Et je ne suis pas sûr que vous ayez plus de chance dans les boutiques haut de gamme. Oui, il s'agit du plus vieux sac à main jamais découvert. Et oui, ces petites décorations, là, ce sont bien des dents de chien. Selon un archéologue, ces dents faisaient fureur en 2500 avant notre ère. Les gens en mettaient partout, sur les vêtements comme sur les bijoux. Mais ce sac à main avait quelque chose de spécial. Il comportait plus d'une douzaine de dents et était très élégant, ce qui signifie que sa propriétaire était sûrement une célébrité. Malheureusement, le sac à main lui-même n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Il ne reste que ses dents, orientées dans la même direction et ressemblant à un rabat de sac à main moderne. Cela devait être très chic à l'époque, mais nous avons bien fait d'abandonner cette mode pour nos accessoires. Avez-vous entendu parler de la découverte d'un dinosaure sur la côte du Yorkshire? Il arrive que les scientifiques découvrent non pas des empreintes humaines, mais des empreintes de dinosaures. Cette fois,
Ils ont trouvé une empreinte de dinosaure qui pourrait avoir été déposée par un prédateur au cours d'une pause, il y a 166 millions d'années. Vous imaginez un T-Rex se prélassant sur la plage, un smoothie à la main? Ce fossile d'1 mètre de long, repéré dans la baie de Burniston, près de Scarborough, est le plus grand jamais découvert dans la région. L'équipe de chercheurs qui a étudié l'empreinte a conclu qu'elle avait été faite par un carnivore géant de type Megalosaurus, soit un gros dino affamé. Cette empreinte est la plus grande laissée par un théropode, un groupe de dinosaures bipèdes dont fait partie le tristement célèbre Tyrannosaurus rex. Il s'agit donc de créatures vraiment grandes et effrayantes. Un paléontologue de l'université de Manchester a déclaré que cette découverte avait jeté un nouvel éclairage sur le comportement de ces géants carnivores. Apparemment, les caractéristiques de l'empreinte suggèrent que ce grand prédateur s'accroupissait avant de se lever. Peut-être était-il en train de faire du yoga ou d'aller aux toilettes? Qui sait? Une autre archéologue, Mary Woods, est tombée sur cette empreinte alors qu'elle ramassait des coquillages sur le rivage. Elle a déclaré qu'elle n'en avait pas cru ses yeux. Personne ne s'attend à trouver l'empreinte d'un dinosaure géant en ramassant des palourdes. Heureusement, Mary Woods et Rob Taylor, un collectionneur local de fossiles, ont sauvé la fragile empreinte du rivage. Les experts les avaient prévenus qu'elle risquait d'être perdue à cause de l'érosion ou des glissements de terrain. Il est désormais prévu que l'empreinte soit exposée au Rotunda Museum de Scarborough. Mais nous avons d'autres nouvelles concernant ces gros animaux disparus. La sécheresse qui sévit au Texas a révélé des empreintes vieilles de plus de 100 millions d'années. En effet, de multiples empreintes de dinosaures ont été découvertes récemment dans le parc d'État de Dinosaur Valley, dans le nord-ouest du Texas. Les sécheresses ont provoqué le tarissement presque total d'une rivière qui traverse le centre du Texas, et c'est ainsi que ces empreintes préhistoriques ont finalement été mises au jour. Ce gars-là était un gros bonhomme d'environ 4,5 mètres et pesait 7 tonnes. Il parcourait la région il y a plus de 113 millions d'années, selon le parc national. Environ 60 empreintes de ce dinosaure ont été retrouvées en raison de la sécheresse, et l'on estime à 140 le nombre total d'empreintes de ce dinosaure. Mais ce n'est pas tout. Des empreintes de Sauroposéidon ont également été découvertes. Cette créature mesurait 20 mètres de long et pesait environ 48 tonnes à maturité. Les experts pensent que l'Acrocanthosaurus chassait le Sauroposéidon, ce qui explique pourquoi leurs empreintes ont été retrouvées côte à côte. Mais il y a une chose étrange. Le Sauroposéidon était plus grand que l'Acrocanthosaurus. Un professeur peut-il m'expliquer pourquoi le plus petit mange le plus grand ?